comment se passe le transfert de savoir ou de méthodologie d'une communauté à une autre, c'est une alchimie un peu complexe. Hein. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup pas de hasard, mais d'opportunités qui sont prises un peu comme ça, quoi. Par exemple, parce qu'on rencontre des collègues dans des conférences ou on rencontre des collègues sur le campus. Alors on les rencontre pas forcément à la cantine parce que là, en général, quand on est à la cantine, on est assez grégaire et on mange avec les collègues, mais on peut les rencontrer justement en tant qu'enseignants. Et là, le rôle des enseignants-chercheurs dans le laboratoire, moi je pense qu'il est fondamental parce que nos enseignants-chercheurs des laboratoires côtoient d'autres enseignants-chercheurs d'autres laboratoires et dans ce domaine-là, dans cet espace relativement neutre qui est la transmission du savoir académique aux plus jeunes, parlent de leurs recherches. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que finalement, on n'ait pas assez d'espace de discussion interdisciplinaire neutre. Hein. On est tous pris par les projets, par la course, par la vie. Et donc, on ne se laisse pas assez de temps pour discuter entre nous. Mais il est vrai que nos enseignants-chercheurs sont quelque part le vecteur entre les différentes communautés de physique et de mathématiques qui viennent irriguer le campus universitaire ici à Paris-Saclay. Alors, il y a aussi des manières assez intéressantes de faire justement du lien entre les équipes, qui est à travers la formation de nos jeunes chercheurs. Quand on forme des étudiants, alors en général ils viennent faire des stages de plus en plus jeunes et souvent les jeunes étudiants qui font des stages de licence ou de maîtrise ne finissent pas forcément toujours par faire de l'astrophysique. Mais quelque part, ils ont un lien assez spécial avec l'astrophysique et on s'est retrouvés typiquement à travailler des années plus tard, à collaborer avec des collègues physiciens qui avaient fait leur stage de licence chez nous, qui sont maintenant physiciens statisticiens ou mathématiciens de l'information et qui ont gardé cette soif d'inspiration dans l'astrophysique et qui reviennent et avec qui on fait des collaborations. Mais il est vrai qu'on transmet le savoir de différentes manières et je pense que c'est quelque chose qui est absolument naturel ou en tout cas pour moi, qui est complètement naturel de la démarche d'un chercheur. Un chercheur, ça n'est pas un chercheur ou une chercheuse, ça n'est pas une personne dans sa tour d'ivoire qui reçoit des données tous les matins par un ordinateur et qui a ses calculs à côté et qui est tout seul dans son bureau et qui cogite et qui sort de la science. En fait, un chercheur et une chercheuse, c'est un élément d'un tout, c'est un élément d'un collectif. Et ce collectif, c'est un collectif qui a en même temps une diversité de savoir, une diversité de compétences, depuis justement l'instrumentaliste qui a conçu l'instrument qui a été du coup réalisé par des ingénieurs et des techniciens, qui finalement ensuite a été envoyé dans l'espace, dont les données sont récoltées par nos collègues ingénieurs en informatique et qui à la fin est analysé, interprété par nous les chercheurs et par nous les chercheurs et nos étudiants. Nos étudiants, nos thésitifs, nos thésards, nos postdoctorants par cet ensemble de jeunes chercheurs qui font aussi la recherche et qui sont absolument fondamentaux dans ce processus collectif pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'en fait, ils apportent des idées nouvelles, des approches nouvelles, des façons nouvelles de travailler et aussi il motive quelque part notre démarche scientifique, notre envie de transmettre le savoir. Alors il ne s'agit pas ici de dire on donne le flambeau en imposant aux jeunes de porter nos ambitions ou de porter nos envies ou de porter nos projets finalement sans le choisir. Mais et je pense que pour moi, en tout cas, c'est très important, c'est
de faire toucher du doigt à la jeune génération des chercheurs que justement on est un collectif et qu'on a tous besoin les uns des autres. Et c'est pas parce qu'on est le grand professeur ou le grand chercheur qui a découvert tant de choses que finalement le savoir s'arrête là. Je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui vient aussi de la façon dont moi-même j'ai été encadrée en thèse, avec notamment Jean-Loup Puget qui était mon directeur de thèse et qui avait cette capacité en même temps d'encadrer et en même temps de laisser énormément de liberté à mes choix de méthodologie, mes choix de sujet, mes choix d'orientation, et qui finalement était quelqu'un vers qui je revenais pour demander conseil ou simplement pour réfléchir à voix haute. Et j'essaye, en tout cas, de transmettre cette façon de faire de la recherche avec mes jeunes collaborateurs, hein, mes thésifs et mes postdoctorants, en leur laissant justement le plus de choix possible sur ce qu'ils veulent faire et en essayant d'attiser leur curiosité et de les pousser un petit peu aussi au-delà de leur zone de confort pour qu'ils puissent s'épanouir en des chercheurs confirmés et des personnalités affirmées dans l'avenir. Le travail d'instrumentation pour un étudiant, ce n'est pas forcément quelque chose de très gratifiant parce que c'est souvent long. Des fois, il y a des choses qui prennent du temps simplement parce que si on engage une thèse en instrumentation, on va commander des pièces qui ne vont pas arriver pour je ne sais quelle raison. Le système, au final, ne marche pas comme on pensait. C'est lent comparé à un travail de développement, ou du moins ce que j'en connais, de travail de développement de code numérique, par exemple. Où des fois on va passer toute une thèse, on ne va pas y arriver parce que le système ne marche pas. C'est des choses qui sont, du moins mon ressenti, c'est que c'est plus lent et plus difficile, avec à la clé moins de publications pour un étudiant et donc moins attirant pour faire une thèse. Alors c'est pas forcément vrai tout le temps, il y a des gens qui veulent faire ça, mais c'est quand même pas la majorité. Donc pour quelqu'un qui est, comme moi, versé dans l'instrumentation, c'est aussi des fois pas facile de trouver la bonne personne à qui essayer de transmettre les connaissances acquises. Alors pour trouver la perle rare, il faut maintenir des contacts via l'enseignement aussi avec des filières qui peuvent être des viviers pour ce type de personnes. Alors on est en contact par exemple avec des grandes écoles qui vont avoir une orientation technique, des gens par exemple à l'Institut d'optique qui vont des fois venir chez nous faire une thèse en instrumentation et qu'on a recruté d'ailleurs par la suite, ça s'est trouvé. Donc on trouve des gens comme ça, peut-être plus via ces filières techniques ou ingénierie plutôt que via les filières scientifiques classiques. Alors il y a quand même des filières de formation qui sont orientées vers le développement d'instrumentation et de grands instruments, mais ce n'est pas quelque chose qui est très très répandu. Donc au niveau enseignement, il y a des formations orientées vers l'instrumentation et vers l'instrumentation astrophysique, mais c'est quand même pas la majorité des étudiants, disons, qui veut s'orienter vers le fait de développer des instruments. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la transmission des connaissances? Puis alors, le dernier niveau de transmission des connaissances, ce serait la vulgarisation, le contact, le retour, je dirais, vers le public des connaissances acquises. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas très vu comme ça en France, disons que c'est mon ressenti. J'ai travaillé pendant longtemps aux États-Unis et il est considéré aux États-Unis que le chercheur se doit, c'est une partie de son devoir, d'expliquer ce qu'il fait au public parce que le public a payé de ses deniers son travail. Et c'est pas un concept qui est idiot parce qu'effectivement, on travaille dans notre labo, on s'amuse en fait, on fait un travail qui est passionnant, on travaille on observe l'univers, les planètes, le soleil, les étoiles, les galaxies. On joue avec des missions spatiales. Il y a un côté ludique quand même dans tout ça. C'est à la fois fascinant et merveilleux de voir ces instruments fonctionner. Et donc le fait d'expliquer ce qu'on fait, à quoi ça sert, le pourquoi,
ou à quoi ça ne sert pas d'ailleurs. Des fois, ça sert à la connaissance pure, il n'y a pas d'application directe. Et d'expliquer ça au public est à la fois, je vois ça comme étant aussi un devoir, pour pas que les scientifiques soient considérés non plus comme des mandarins qui font leurs petits trucs dans leur coin et sans devoir rendre de compte à personne. Alors il y a aussi une part de sensibilisation dans la diffusion des connaissances. Il y a effectivement le fait de vouloir aussi transmettre la passion qu'on peut avoir. Et éventuellement de susciter des vocations, de susciter des passions. Donc il y a cet aspect-là aussi, bien évidemment. Donc il y a un grand nombre de chercheurs dans le labo et d'ingénieurs et de techniciens qui participent régulièrement à des activités de diffusion des connaissances. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de gens qui en font beaucoup plus que moi dans ce domaine-là. Mais ça m'est arrivé fréquemment de tomber sur des personnes qui trouvent ces occasions-là pour, par exemple, discuter avec nous et nous faire rencontrer leurs enfants qui voudraient faire des stages, qui voudraient savoir comment est-ce qu'on fait pour devenir astronome, par exemple. Donc ça, c'est effectivement des opportunités pour entretenir soit susciter des vocations, soit vraiment accrocher et entretenir des vocations déjà existantes. L'enseignement, ça peut être hyper gratifiant. Et des fois, d'une façon bien plus directe que la gratification qu'on obtient quand on fait de la recherche et qu'on trouve quelque chose et que sur le moment on est très content de soi parce qu'on a trouvé quelque chose ou qu'on a réparé un instrument et que enfin ça marche, ou enfin voilà, des trucs comme ça. Quand on enseigne et qu'on a en face de soi des étudiants et on voit sur leur visage que tout d'un coup, ça fait tilt, tout d'un coup ils ont compris quelque chose, où on se rend compte qu'ils vous font confiance et que grâce à ça, ils avancent et ils apprennent des choses en plus, ou ils grandissent d'une certaine manière parce que un monde nouveau s'ouvre à eux grâce à ce que vous leur dites ou grâce à ce que vous leur expliquez. Ça, c'est une gratification, un plaisir que la recherche ne peut pas vraiment apporter en fait. Mais bon, ce n'est pas tout le temps qu'on a ça avec les étudiants. Ça vient aussi avec l'expérience parce qu'on s'améliore avec les années, en tout cas quand on fait l'effort de s'améliorer. Et en tout cas, moi au départ, oui, pour moi l'enseignement, c'est pas nécessairement réellement juste transmettre des connaissances. C'est-à-dire, quand je vais enseigner, mon but premier, c'est pas que les étudiants engrangent un certain nombre de lois, de théories, de principes ou éventuellement de savoir-faire scientifique ou technique. Ça, je dirais, il faut le faire parce que ça fait partie des programmes, etc. Mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, si j'y arrive, c'est plutôt de leur apprendre à réfléchir, à utiliser cet ensemble de connaissances que je leur donne, que j'essaie de leur expliquer, etc., pour s'ouvrir l'esprit d'une certaine façon, avoir un univers plus large, un univers intellectuel plus large. Certaines choses peuvent réellement servir, je ne sais pas, peut-être pourront leur servir dans leur métier futur, mais d'autres, c'est juste vraiment apprendre à réfléchir, à avoir un esprit critique. Ça, c'est hyper important, et pour moi, c'est ça ce que j'aimerais qu'ils apprennent avant toute chose. C'est d'avoir cet esprit critique et de s'autoriser à penser par soi-même, ce qui n'est pas toujours gagné. Au moment de la création de l'IAS, les laboratoires spatiaux n'étaient qu'au CNRS. Ils n'avaient pas de fonction structurelle d'enseignement. L'une des motivations peut-être majeures de notre intégration au sein d'une université et la création de ce qu'on a appelé des UMR,
c'est justement de permettre non seulement aux laboratoires spatiaux de bénéficier des développements scientifiques des autres disciplines, mais d'avoir un rôle de formation et de participer aux enseignements dans les deux sens, c'est-à-dire de bénéficier de l'enseignement et des formations qui existent dans une université et eux-mêmes de participer à la formation et à l'enseignement dans la grande diversité des champs possibles. Ça a été depuis le début une volonté de notre part. Et ça s'est traduit de plusieurs manières. La première, ça a été de participer, dans le cadre des formations universitaires traditionnelles, à l'enseignement de l'astrophysique. Il y avait très peu d'enseignement d'astrophysique quand on est arrivé ici à Orsay, en 1984 et 1989 à la création. On a progressivement fabriqué des formations d'astrophysique à toutes les étapes de leur formation, depuis la première année de premier cycle, qui maintenant s'appelle le L1, jusqu'au DEA et au master M1 et M2. Donc il y a actuellement des enseignements d'astrophysique que nous avons créés, que l'IAS a contribué à créer sur l'ensemble des années universitaires, qui sont souvent d'ailleurs des enseignements optionnels, mais qui sont quelque part, qui sont rentrés dans le tronc commun d'un certain nombre de formations. Ça, c'est, je dirais, les formations traditionnelles. La seconde, qui est extraordinairement importante aussi, même si elle apparaît moins, c'est qu'on a voulu avoir un rôle de formation des métiers de la technicité spatiale. Et on a créé depuis le début des formations universitaires technologiques. La première formation qui a été créée, c'est ce qu'on appelait le DUST, qui voulait dire Diplôme universitaire de sciences et technologies de l'espace. J'ai dû créer à la fin des années 80, tout de suite, qui était une formation de 3e année universitaire, en parallèle avec les DUT, on va dire, qui était ouverte à toute personne ayant eu un premier cycle, comme on disait, les 2 premières années universitaires, pour avoir une formation en technologie de l'espace. Et ce sont des enseignants et des chercheurs et des ingénieurs de l'IAS, et bien sûr on a ouvert à d'autres partenaires, à Meudon en particulier, qui sont venus enseigner des technologies utiles dans l'espace, où tout le champ était couvert, y compris l'assurance qualité, etc. On a couvert tout cela pour former des techniciens, puisque c'était à Bac+3, du spatial. Ça a débouché pendant quelques années vers un diplôme qui malheureusement n'a jamais été reconnu plus que cela, parce qu'on a toujours une difficulté de reconnaissance des diplômes, mais à l'intérieur du CNRS, on a pu embaucher un certain nombre de techniciens, dont certains sont d'ailleurs à l'IAS toujours, en sortant de ce DUST. Et l'une des raisons pour lesquelles on a créé cet enseignement, c'est qu'on a utilisé les propres étudiants que nous avons formés directement dans les programmes que nous développions. Il y a un certain nombre d'expériences qui tournent toujours aujourd'hui dans l'espace, en particulier autour de Mars, bénéficient de l'apport de ces étudiants-là formés dans le cadre de cette formation à Bac+3. Et puis il y a eu, pour ceux qui s'en souviennent, la volonté du ministre Allègre de l'époque de la Recherche d'être un peu en compétition avec les formations d'ingénieurs pour dire en France, on manque d'ingénieurs. La formation des ingénieurs par les grandes écoles, elle fabrique quelque chose comme 10 000 ingénieurs, on en aurait besoin de 30 000. Comme les ingénieurs des écoles sont recrutés sur des concours qui limitent le nombre, eh bien, on n'arrivera pas à pousser énormément ce nombre-là. Faisons que l'enseignement universitaire forme aussi des ingénieurs. Il a été proposé à cette époque-là d'une formation d'ingénieurs universitaires à Bac+4. Cette formation, dès qu'elle est passée, dès qu'elle a été proposée, on a décidé de rentrer dedans et qu'au lieu de former simplement par le DUST des étudiants à Bac+3, de prendre des étudiants qui ont déjà une formation à Bac+3, en particulier parce qu'ils ont fait soit un DUT, soit une première année d'IUT, de former en 4e année une formation d'ingénieur de label STE, Sciences et Technologies de l'Espace. On a fait ça en partenariat avec l'IUT de Ville-d'Avray et ça a fonctionné très bien pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le problème de cette formation, c'est que le ministère, n'est jamais parvenu à obtenir l'assimilation de ce diplôme-là dans les conventions collectives et que les ingénieurs formés de cette manière-là avaient toujours un déficit au moment où ils intégraient aussi bien d'ailleurs le privé que le public, c'est-à-dire le CNRS, au niveau du niveau de recrutement. À cause de cela,
on a été obligé d'arrêter parce que c'était très difficile pour nous de former des gens extraordinairement compétents qui avaient une formation très large, très profonde dans des métiers, et c'était une formation unique, dans des métiers extraordinairement importants et pointus, dont on savait que le monde industriel en particulier et la recherche elle-même avaient besoin, parce que nos laboratoires sont toujours à la recherche de personnel très qualifié, compétent dans ces domaines-là, et cela avait une ouverture très large à beaucoup de disciplines. La difficulté, c'est qu'on n'arrivait pas à les embaucher au niveau où on devait pouvoir les embaucher. Et donc, on a été obligé de pousser d'un cran pour se dire, ce qu'on n'a pas pu faire à Bac plus 4, et on n'a pas été les seuls à ne pas pouvoir le faire à Bac plus 4, eh bien on va le faire comme tout le monde à Bac plus 5. C'est pour ça que finalement, on a décidé de pousser d'un cran et de faire une formation à Bac plus 5, un DESS, en parallèle avec les DEA, qui avait clairement affiché la vocation d'aller vers des métiers d'intégration professionnelle en spécialité sciences et technologies de l'espace. On l'a fait un certain temps et c'est cette formation de DESS qui s'est fondue après la réforme du LMD où toutes les formations de troisième cycle sont devenues des masters, qui est devenue la formation de Master Pro qui existe toujours à l'IAS et qui est à cheval entre l'IAS, comme ça l'était d'ailleurs pour le DUST à Bac plus 4, entre l'IAS et l'Observatoire de Paris-Meudon. Ça, c'est ce qui concerne, je dirais, notre vocation de formation dans des filières de formation traditionnelle. Mais une très grande partie de notre activité, c'est aussi de la formation des gens par le biais des stages en entreprise ou des stages universitaires. Et cette formation de stagiaires, on le fait d'une manière très très large, depuis la création de l'IAS jusqu'à aujourd'hui, à tous les niveaux, avec en particulier des ingénieurs qui viennent maintenant d'une manière assez fréquente effectuer leur stage de 6 mois au laboratoire. Et on a obtenu qu'un certain nombre de ces stagiaires aient suffisamment acquis l'envie, l'enthousiasme pour rester dans le milieu, pour qu'ils candidatent ensuite au poste de recrutement de la fonction publique dans la recherche spatiale. Dans cette thématique de la formation et de l'intégration des savoirs, il y a un pan très important qui est que lorsqu'on fait du développement instrumental, on apprend bien sûr beaucoup. On apprend pour nous, on apprend aux autres par le biais des formations que l'on fait. Mais la grande question, une des grandes questions, c'est la capacité que nous avons, nous, laboratoires, ou le système plus généralement, d'intégrer ces connaissances, ces réalisations, ces progrès pour ensuite des développements futurs. Et là se pose réellement un problème très général, qui n'est pas que celui de l'IAS, qui est un problème général de tous les laboratoires en France, et pas seulement des laboratoires scientifiques, qui est que lorsqu'on fait, par exemple, un développement en partenariat avec une industrie, une partie du savoir-faire est industrielle. Si on a la capacité de suivre et quelquefois d'anticiper sur ces développements, on peut intégrer tous ces développements à un savoir-faire. L'expertise, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on développe soi-même, c'est quelque chose aussi pour lequel on se donne les moyens de suivre la sous-traitance et d'intégrer par un partenariat très intime le flux des connaissances dans les deux sens. Cette capacité à intégrer les développements qui se font soit dans l'industrie, soit au laboratoire, par osmose, qui est notre volonté pour améliorer notre savoir-faire et augmenter la capacité qu'on aura à fabriquer des instruments de haute tenue, se heurte à plusieurs choses. La première, c'est l'incapacité que l'on a maintenant à intégrer les jeunes eux-mêmes au laboratoire. Les jeunes n'ont pas de poste, même s'ils veulent rester, ce n'est pas les jeunes qui manquent, c'est la capacité que l'on a à leur offrir un poste tout simplement, parce que la politique depuis trop longtemps maintenant nous empêche d'intégrer ces jeunes. L'autre chose, c'est que ceux mêmes qui auraient intégré ce savoir-faire, c'est-à-dire leurs superviseurs, au bout d'un moment, ils vont devoir quitter aussi parce qu'ils sont à l'âge de la retraite, eh bien parce qu'eux-mêmes, on ne pourra pas faire le biseau qui va bien avec quelqu'un qui va pouvoir suivre ces développements-là, ou bien ce poste ne sera pas remplacé, ou bien il sera remplacé tellement longtemps après le départ de la personne qu'on n'aura pas été même capable de faire ça. Pour l'ingénierie, c'est-à-dire la mécanique, la thermique, l'électronique, là, j'allais dire, il faut simplement que les gens acceptent de passer ce qu'on appelle d'une manip à l'autre, d'un instrument à l'autre, où c'est différent. Mais quand même, c'est de l'ingénierie dans leur domaine. Donc il faut qu'ils apprennent. Voilà, ça. Alors là, le problème, c'est essentiellement, est-ce qu'il y a des gens pour faire ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le niveau? Est-ce qu'il y en a assez? Et bien entendu, quand les anciens s'en vont, il faut les remplacer par des jeunes. A-t-on le moyen de les remplacer? Alors ça, vous le savez tous, c'est une des problématiques des laboratoires instrumentaux du CNRS. Jusqu'à quand fera-t-on de l'instrumentation? La question se pose. Je pense que moi, je ne suis plus là. Je pense qu'elle est toujours posée.
ces évolutions-là, en termes de personnel, finalement, elles sont très difficilement maîtrisables, puisqu'elles viennent d'une politique globale du CNRS, de l'université. Enfin, ce sont des fonctionnaires ou des contractuels de la fonction publique. Donc là, c'est une des grosses difficultés. Alors, on parle des contractuels. Un contractuel qui sait faire des choses, c'est très utile. S'il s'agit de faire de la mécanique et qui sait la faire 3 ans, ça marche. S'il s'agit de faire quelque chose... Bon, le transfert de savoir-faire, on va sans doute le faire, mais il ira, lui, le transférer ailleurs, tant mieux, hein, c'est pas très grave, si vraiment il peut le transférer ailleurs. Ça, c'est quand même un point de vue aussi qui n'est pas totalement, qui ne doit pas être absent, qu'il a été très longtemps. C'est qu'il est intéressant que des labos comme ceux-là qui font des choses, encore une fois, qui au départ ne sont pas faites dans l'industrie. C'est intéressant qu'on forme des gens pour qu'ils aillent éventuellement dans l'industrie ou dans un autre laboratoire, dans un autre contexte, pour montrer ce qu'on sait faire. Parce que finalement, l'industrie derrière, elle a intérêt à être majeure pour pouvoir proposer des choses. Donc, dans les vocations quand même, un peu de ces laboratoires, même si c'est... Alors c'est écrit très haut, je crois, dans les statuts du CNRS, mais très bas en termes d'application dans les labos, c'est normal qu'il y ait des départs de gens éduqués. C'est triste pour le labo, mais c'est très normal qu'ils aillent ailleurs pour faire autre chose ailleurs et montrer ce qu'ils savent faire ailleurs. C'est comme ça qu'on propage la connaissance et c'est c'est quand même quelque chose d'important au CNRS. Bon, ceci dit, pour l'équipe qui reste, c'est une catastrophe. Donc on voit bien que transférer des savoir-faire, ça se fait doucement. Il y a des savoir-faire qui s'acquièrent en 10 ans, 15 ans, qu'on peut ensuite... Donc vous voyez bien, quand une personne comme ça s'en va, on ne sait plus faire. Bon, et ben il y a des métiers comme ça qui s'arrêtent. Alors, il faut souhaiter qu'on puisse les trouver dans l'industrie, donc il faudra payer pour les faire, ou bien il faudra former quelqu'un de 3 ans à peut-être reprendre ou refaire. Alors, je dis ceci encore une fois, l'ingénierie de la partie plus pointue, RT, choses comme ça, où là, en RT, quand un ancien s'en va, si vous n'avez pas pensé à le remplacer avant, plus personne ne saura faire. Ça ne se fera plus là. Est-ce que ça correspondra à une période où on n'a plus besoin de ces technologies parce qu'elles ont beaucoup évolué, elles se font autrement? Tant mieux. Si ce n'est pas le cas, vous ne la faites plus, vous n'êtes plus capable de la faire. Et il y a des exemples. Hein. Il y a des exemples, des filtres par exemple. Il y a eu toute une période où les filtres, des filtres qui servaient à protéger des UV du soleil par exemple, se faisaient dans les laboratoires. Ils se font encore, heureusement, à l'Institut d'optique, si j'ai bien compris, mais plus sous une forme industrielle, mais quand même dans un laboratoire. Donc on n'a plus su faire des filtres comme ça pendant 10-15 ans. Et oui, parce que les gens étaient partis, les gens faisaient autre chose. Heureusement, alors aux États-Unis évidemment, mais heureusement il y a des industriels qui ont repris ça, qui ont remis de la R&D en route, ou bien, mais vous vous retrouvez avec des creux comme ça, et bien entendu ici au laboratoire on ne sait plus faire. Voilà. Donc on utilise les compétences d'autres laboratoires. Donc la transmission est indispensable, elle est compliquée. Elle se fait plus ou moins bien, elle doit s'adapter aussi aux programmes nouveaux, et donc on voit bien tous les obstacles qu'il y a. Et puis encore une fois, on vit dans un secteur très contraint, la fonction publique, avec voilà, et donc vous n'embauchez pas comme vous voulez, vous ne recrutez pas comme vous voulez, et j'allais dire, les gens ne s'en vont pas non plus comme ils veulent, même si voilà, ce serait souhaitable qu'ils puissent aller voguer dans l'industrie vite et des choses comme ça. Bon. Écoutez, globalement, moi, dans la période que j'ai connue, en tout cas, qui s'arrête il y a 10 ans, parce que moi, je suis parti de l'IAS quasiment, oui, même plus que ça, 12 ans, on a réussi à peu près, mais de plus en plus difficilement. On a eu des creux d'électroniciens où il restait un électronicien. Bon, 5 ans après, on en avait 5 ou 6 avec des accrétions, soit internes, soit externes. On n'allait plus faire d'électronique dans ce laboratoire. Et c'était l'électronique nouvelle. Voilà, avec encore des besoins d'électronique dite analogique. Donc voilà, il y a eu des creux comme ça où on s'est dit, est-ce qu'on arrête? Donc c'est pour vous dire la problématique des gens qui gèrent le laboratoire, les questions qui se posent. Donc en termes de demande de recrutement, les bons candidats, et ainsi de suite. Donc, alors je dirais, pour finir sur la transmission, elle est indispensable, sinon on travaille quand même sur des métiers pointus, hein, elle est difficile, elle ne se fait pas toujours, et bien quelquefois on arrête, tout simplement, et quelquefois on arrête aussi parce que la technologie, on n'en a plus besoin, elle se fait ailleurs ou autrement. Donc vous voyez bien que quand vous mettez tout ça ensemble, peu de liberté de manœuvre, des systèmes programmatiques fort compliqués,
des technologies extrêmement pointues. Bon, eh ben, à vous de jouer au milieu de tout ça, et bon, en espérant qu'on puisse toujours on puisse continuer. Bon, il y a un point quand même encore, et je terminerai avec ça, en termes de savoir-faire, c'est que maintenant, grâce à tout ça un peu quand même, l'industrie est beaucoup plus majeure qu'avant sur ces sujets. On peut maintenant aller chez des industriels qui savent faire beaucoup de choses très pointues, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, alors, si vous avez la manip acceptée, les crédits, vous allez trouver quand même l'industriel et vous allez pouvoir peut-être travailler avec ce qu'on n'aurait pas pu faire il y a 30 ou 40 ans. Un des gros problèmes que l'on rencontre dans la recherche actuellement, c'est le maintien des compétences au niveau de nos activités. Donc, parce que certaines personnes dans mon équipe vont développer tel type de compétences, d'autres, ça va être tel autre, et encore une tierce personne, ça va être encore autre chose. Donc la problématique, c'est en gros d'homogénéiser ces compétences au niveau de mon équipe. Donc régulièrement, ce que je fais, c'est qu'on essaye de se former aux moyens d'essai des uns et des autres. Donc on essaye d'acquérir cette capacité. On essaye également aussi d'homogénéiser les moyens de contrôle-commande de ces installations-là, d'être le plus proche possible, en gros, d'avoir quelque chose d'assez standardisé. On essaye vraiment de standardiser ces installations-là. Après, derrière, on ne coupe pas au fait que des gens partent à la retraite. C'est ce qui nous arrive prochainement. On va avoir le départ d'une personne qui était responsable de l'installation Jupiter chez nous. Donc, on s'assure que le maximum de ce qu'il avait en compétences, qu'il avait en mémoire, de son savoir-faire, soit récupéré par une autre personne, et qui est la personne qui prendra la responsabilité de son installation à son départ. Dans l'idéal, il faudrait que ça soit une personne, entre guillemets, nouvelle, qui vienne, qui récupère son activité, parce que la personne qui actuellement le reprend vient de mon équipe. Donc, du coup, elle délaisse un petit peu ses activités précédentes qui étaient déjà importantes. La personne qui va prendre le relais de Philippe va avoir plusieurs activités. Dans un certain sens, ce qu'on va essayer de faire, c'est de basculer son centre de gravité au niveau de l'installation qui est la cuve Jupiter. Et derrière, on est en train de former une personne qui est arrivée en OMI, donc en mutation interne, au niveau du CNRS, à l'utilisation du moyen d'essai de Jérémy qui était Mercure à l'origine. Donc on va voir comment on va s'arranger. Ça va dépendre des capacités de tout le monde de pouvoir faire plusieurs activités en même temps. Et c'est très long l'apprentissage pour des installations telles qu'on les a. C'est très très long si on veut protéger les instruments à l'intérieur. Pour former quelqu'un à l'utilisation d'une enceinte et d'une cuve de façon autonome et sécurisée, je pense qu'il faut au minimum entre 1 an et demi et 2 ans.